Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici encore sur le plateau de cette émission numéro 112, non pas pour vous parler de la politique ou de la société, des faits sociaux comme d'habitude, mais aujourd'hui nous allons parler d'un livre. Le samedi 21 mai dernier, Monseigneur Nicodème Bariga a dédicacé un livre, un chef-d'œuvre qu'il a écrit lui-même, un essai. Voilà ce livre, Crise d'autorité, abus de pouvoir. Un livre très riche, rempli d'informations, d'éducation, que nous allons présenter ici, au cours de cette émission, avec le directeur de la maison d'édition de ce livre. La maison d'édition s'appelle Le Masque Noir, voilà. Et le père Léonard Katchepé. Mon père, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et merci de m'inviter sur ce plateau. Voilà. Oui. Et l'autre journal, vous connaissez cette émission? C'est une émission que j'ai dû déjà regarder l'une ou l'autre fois, mais je ne peux pas dire que je la connaissais. Oui. Mais je crois que l'autre journal vient de gagner un abonné de plus. Ah, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cet honneur. Et je rappelle que le père Léonard Katchepé, il est le directeur de la maison d'édition Le Masque Noir. Il est également... Je suis le directeur éditorial. Directeur éditorial, oui. Exactement, voilà. Directeur éditorial. Il est également écrivain. Il a écrit Mosaïque, qui est un recueil de poèmes. Il a également écrit Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. C'était un essai. Et également, dans son sac, une autre œuvre, Les enjeux politiques de l'Église en Afrique. Ça, c'est le fruit de sa thèse, la thèse qu'il avait soutenue. Le père Léonard Katchepé, il est licencié en droit canonique, docteur en théologie, et il enseigne dans les universités en Europe. Voilà, j'espère que je vous ai présenté tel que... Oui, c'est déjà pas mal pour un seul homme. Voilà. Voilà, ce qui nous réunit ici dans cette émission aujourd'hui, c'est Crise d'autorité, abus de pouvoir, l'ouvrage de Monseigneur Nicodème Bariga, qu'il a dédicacé le week-end dernier. Voilà, mon père, quand on voit ce livre de Monseigneur Bariga, on a un livre rempli d'enseignements, d'informations et autres. Crise d'autorité, abus de pouvoir. Quand on prend autorité, pouvoir, comment est-ce qu'on peut définir ces deux notions-là? Je pense que l'un des intérêts du livre, en tout cas pour l'avoir lu et relu en tant qu'éditeur, c'est cet effort qu'il y a à distinguer ces deux notions-là. C'est tout l'enjeu du livre, voilà. à dire qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce que le pouvoir. Et Monseigneur Nicodème est un grand théologien, et il y a une des premières vocations de l'homme, selon la Bible, c'est de donner un nom à chaque chose. C'est de donner un nom précis. La première vocation qu'Adam a reçue après la création, c'est de nommer les choses. Et cet effort de nommer les choses de façon précise et de pouvoir les distinguer, on retrouve ça en filigrane d'un bout à l'autre de ce livre. Et un des points forts, c'est de dire l'autorité et le pouvoir cherchent la même chose. Ils veulent obtenir l'obéissance de celui qui est subordonné. La différence, c'est que l'autorité s'y emploie sans la force et que le pouvoir a la force de son côté pour obliger
pour obliger celui qui obéit à se plier à cette obéissance-là. Donc c'est la grosse différence qui structure ce livre de bout en bout, de dire celui qui pense jouir d'une autorité naturelle et qui a recours à la force a déjà basculé du côté du pouvoir. Et s'il ne sait pas faire dans cette bascule-là, il tombe dans un abus de pouvoir. Alors que le pouvoir, lui, il peut recourir naturellement à la force qui doit être aussi la force de la loi. Mais le pouvoir peut lui-même aussi sortir de son cadre lorsqu'il n'est plus dans le cadre légal et qu'il devient aussi un pouvoir. Dans ce cas, peut-on avoir l'un sans l'autre? On peut avoir du pouvoir sans autorité. On peut être dépositaire du pouvoir. Par exemple, le policier qui vous arrête sur la route, vous ne le respectez peut-être pas, mais vous allez faire ce qu'il va vous dire. Exactement. Voilà, parce que la loi lui donne le pouvoir de vous arrêter, de contrôler vos papiers, ou je ne sais pas, de procéder à un certain nombre le pouvoir, à la limite, n'a pas besoin de cette relation qui peut s'installer, qui est nécessaire, par contre, quand il s'agit de l'autorité. Vous ne pouvez respecter l'autorité de quelqu'un en qui vous avez confiance. Sinon, vous obéissez, vous vous taisez, et on est déjà là dans un rapport de force et dans un rapport de pouvoir. Donc oui, on peut avoir du pouvoir sans autorité, mais une des choses que le livre dit aussi, c'est toujours meilleur, même pour celui qui exerce le pouvoir, de s'assurer qu'il met une dose d'autorité dedans, qu'il a de l'autorité de son côté. Mais celui qui a l'autorité, celui qui exerce l'autorité peut avoir le pouvoir. Oui, les deux peuvent être mêlés. Pas forcément. Je pense, si on prend le cas du père de famille, par exemple, c'est d'une autorité presque naturelle qu'il s'agit. Certes, il peut prendre le bâton de temps en temps. J'espère que les défenseurs des droits des enfants ne m'en voudront pas de dire ça. On ne parle pas de massacrer les enfants, voilà, mais dans la correction, un peu de force peut parfois servir dans l'éducation. Mais on ne peut pas vraiment dire que le père a un pouvoir sur son enfant. Même la phrase, ça sonne bizarre aux oreilles. Donc, dans la famille, les deux sont constamment mêlés, mais il peut avoir cette dimension-là de l'autorité paternelle ou maternelle en particulier, qui, à mon sens, n'a pas besoin de recourir au pouvoir. Ça serait même un contresens de dire que, comme je disais tout à l'heure, le père ou la mère de famille a du pouvoir sur son enfant. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Personnellement, quand moi j'ai vu ce livre sans l'avoir vu, je me suis posé une question. Où veut nous amener l'auteur à travers ce livre? Alors, il le dit de façon plus explicite dans l'introduction. C'est que, globalement, nous faisons l'expérience dans nos sociétés modernes. Et quand on dit moderne, souvent, nous les Africains, on pense que c'est les sociétés occidentales qui sont modernes. Alors que nous, on vit aussi de la modernité depuis que nos cultures sont rentrées en contact avec les cultures occidentales. Nous sommes devenus, que nous le veuillons ou non, nous sommes devenus modernes aussi dans un certain sens. Nos cultures modernes ont un rapport très difficile avec l'autorité. La culture moderne dans son ensemble encourage l'individu à être lui-même, à penser par lui-même, à décider par lui-même, à être autonome. Et donc, quand on arrive dans des logiques de société de ce genre-là, l'ascendance que l'un a sur l'autre ne paraît plus naturelle. Il faut le justifier. Donc, ça délite un peu les logiques de l'autorité. Or, le constat, c'est que l'autorité est nécessaire pour une société. À commencer encore par l'exemple de la famille qu'on venait de donner tout à l'heure. L'autorité y est si naturelle qu'on ne se pose même pas la question, et c'est les parents qui vont aider l'enfant à grandir. Et c'est ça le fruit premier de l'autorité dans la vie. Donc on ne peut pas concevoir une société sans autorité. Et donc, ce double constat-là de se dire, dans nos sociétés modernes, l'autorité se délite, mais de l'autre côté, nous avons besoin d'autorité pour que nos sociétés puissent prospérer. Ce livre se situe dans ce double dilemme-là, de dire, certes, ça se perd,
Mais comment on fait pour que on puisse retrouver ne serait-ce qu'un peu de ça pour aider nos sociétés à grandir. Donc, à mon avis, et c'est ça l'intérêt qu'aux éditions du Masque Noir, nous avons trouvé aussi à ce livre, c'est ce désir de prendre les gens, enfin, de ne pas se cacher déjà à la situation telle qu'elle est, mais à partir de là, de se dire, l'espoir n'est pas perdu, on peut encore retrouver des voies de l'autorité. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin. Exactement. Ouais. Exactement. L'autorité, nous en avons besoin. Et effectivement. Samedi dernier, en commentant ce livre, j'ai écouté un peu le révérend père Pierre Chanel Afognon, directeur de l'enseignement catholique, disait que ce livre, c'est un ouvrage fondamentalement éducatif. En quoi ce livre contient des valeurs éducatives? Alors, il y a eu un débat durant la dédicace sur la question de savoir est-ce que c'était un essai ou un traité. Je pense que la difficulté vient même du fait que le livre est inclassable. À des endroits, on a l'impression de lire un traité de philosophie. À des endroits, on a l'impression de lire une exhortation d'un évêque, ce qui n'est pas du tout étranger au livre, puisque son auteur est pasteur. À des endroits, on a l'impression même vers la fin de lire un traité théologique, parce que ça devient vraiment abondant à ce moment-là. Et les références au droit canon qu'il y a vers la fin aussi, c'est ça aussi. Donc, je pense que le livre, il est inclassable. Mais je pense que vous avez raison, vous avez bien résumé le truc en disant que l'intention première, c'est d'être éducatif. C'est de dire, et ça on le voit déjà par la multiplicité des champs que le livre prétend aborder. Ce n'est pas seulement la politique, comme on peut le croire parfois en lisant juste le titre. C'est aussi la famille, c'est aussi l'école, c'est aussi l'entreprise, ça concerne le curé sur sa paroisse, ça concerne même l'évêque dans son diocèse. Exactement. Donc l'auteur ne s'épargne pas lui-même. Donc il ne se contente pas de donner des leçons de morale, je ne sais pas, entre guillemets, ou d'éduquer les autres. Il s'éduque lui-même aussi et on le sent dans le livre, à ce sens de l'autorité. Donc, cette intention éducative se traduit par le fait que chacun, à quelque niveau d'autorité qu'il soit, doit se réapproprier les vertus de l'autorité pour pouvoir l'exercer à bon escient. Et cet aspect éducatif, là, à mon avis, dans le livre, on le sent au niveau où il parle abondamment des vertus de l'autorité. Celui qui détient une autorité, qu'est-ce qu'il doit avoir comme vertu, qu'est-ce qu'il doit avoir comme principe pour que ça fonctionne. Je pense que l'intention éducative, peut-être le cœur même de l'ouvrage, se situe à ce niveau-là. Justement, parlons de l'Église, et de la portée de l'Église aux leaders religieuses, surtout catholiques. Monseigneur, quand on voit dans le chapitre, je pense le chapitre 3, de la page 8 à la page 9, Monseigneur qui invite les leaders religieux à éviter le cléricalisme, c'est-à-dire réduire le peuple à de petites élites, en tentant de faire taire à la majorité. Expliquez-nous un peu ce passage. Le cléricalisme, c'est un mot qui est revenu un peu à la mode grâce au pape François. Quand le pape François est arrivé, toute l'Église s'est réjouie d'avoir un pape qui vient des périphéries, qui vient de fin fond des favelas de l'Amérique latine. Et une des choses que le pape François n'a cessé de dénoncer, c'est ce qu'il appelle la mondanité de l'Église. C'est-à-dire, c'est cette tendance à ne plus être proche du peuple, mais à devenir une sorte de... Pour le clergé, j'entends, à devenir une sorte de classe, ou une sorte de je ne vais pas employer le mot de caste, mais à se perdre dans les mondanités et à oublier que la tâche du prêtre, c'est d'être vraiment le plus proche. Proche des brebis. Il y a une expression fameuse du pape François où il dit que
le pasteur, il porte les brebis sur ses épaules, et donc un vrai pasteur, il doit sentir l'odeur des brebis. Et pas... Voilà. Donc le cléricalisme, c'est tout le contraire de ça. C'est tout le contraire du pasteur qui sent les brebis. C'est celui qui se prévaut de l'autorité que sa charge lui confère naturellement. Il ne s'agit pas de remettre ça en cause. Le prêtre, il est aussi pasteur d'une communauté, donc il est investi d'une autorité vis-à-vis de ses fidèles. Il ne s'agit pas de remettre cette autorité-là en cause, mais il s'agit justement de remettre en cause les abus. Le fait de dire, et c'est une phrase qu'on trouve aussi quelque part dans le livre, où le curé peut dire, oui, la paroisse c'est moi. Voilà, ça c'est du cléricalisme pur et dur. J'espère que ça n'existe pas. Et je pense que ça n'existe pas, mais c'est ça qu'il s'agit de combattre. C'est que dans l'Église, nous sommes appelés à comprendre que nous sommes tous d'abord des fidèles du Christ, à titre égal, qu'on soit évêque, qu'on soit prêtre, qu'on soit simple fidèle, comme on dit souvent, mais le simple fidèle n'est pas plus simple fidèle que le prêtre. Le prêtre et le fidèle sont simples fidèles. Et c'est dans cette communauté que l'un est choisi pour veiller sur ses frères. Et c'est comme dans ce sens-là qu'il faut. Mais quand celui qui est choisi commence à prendre la grosse tête, là on tombe dans le cléricalisme. Et c'est ça qui est dénoncé tant par le pape François que par Monseigneur Nicodème, qui le cite d'ailleurs abondamment dans ce livre. Oui, exactement. Oui, merci beaucoup, mon père. Et autre chose que nous avons découvert dans ce livre, quand on parle de crise d'autorité, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, les gens pensent que ce livre est adressé seulement aux politiques. Alors que, comme vous venez d'évoquer, il y a aussi la crise d'autorité au sein de l'Église. Voilà. Et dans l'ouvrage, Monseigneur Barriga a cité beaucoup de grands penseurs, je l'ai dit tout à l'heure, Hannah Arendt, Chantal Delsol, Fabrice Haddad. Est-ce qu'il invite à lire ces penseurs, ces philosophes-là, ces œuvres? Je pense qu'en ce qui concerne en particulier Hannah Arendt, l'invitation de Monseigneur est plus qu'explicite à lire Hannah Arendt. Je suis moi-même un lecteur passionné d'Hannah Arendt. Et il m'est arrivé même de dire qu'Hannah Arendt était une Africaine qui s'ignorait. Hannah Arendt a fait sa thèse de doctorat sur Saint-Augustin. Et même si elle est juive et qu'elle n'a jamais appartenu vraiment au christianisme, je pense que ce qu'elle a appris de Saint-Augustin lui est resté dans les écrits ultérieurs qui sont ses écrits fondamentaux. Et donc il y a toujours c'est propre aux philosophes, cet effort de distinguer les notions pour pouvoir les préciser chez elle. Mais ce que Hannah Arendt met en avant de façon singulière, c'est que déjà au niveau de l'autorité, c'est ce qu'on disait au début, on ne peut pas s'en passer. La vocation de chaque époque, c'est de trouver, même en contestant les autorités anciennes, c'est de trouver quelles sont les autorités nouvelles qui conviennent à l'époque. On ne peut pas s'en passer. Donc on peut contester les autorités anciennes, on peut contester certaines autorités, mais chaque époque a besoin de figures qui lui donnent envie d'inventer l'avenir, etc. Ça c'est une première chose qu'on pourrait trouver chez Hannah Arendt. Là je parle au nom de l'évêque, mais je parle de moi personnellement aussi, de ce que Hannah Arendt m'a apporté personnellement. Voilà. Et puis il y a cette idée d'une pluralité du monde, c'est-à-dire que le monde ne doit pas être envisagé d'un seul point de vue. Ce qui fait la richesse d'une société, c'est de s'envisager elle-même à partir de la pluralité des points de vue qui la constituent. Et donc là, on est déjà dans une logique de ce qui est, je pense, quelque part dans le livre, Monseigneur Nicodème appelle, à la suite du pape Benoît XVI, les autorités plurielles. Il y a un adage qui dit, je ne sais pas si l'adage existe, mais un adage qui pourrait dire que pour être libre, il faut avoir plusieurs maîtres. Ça permet ça permet du jeu
au sens mécanique du terme, mais ça permet que les rouages puissent voilà, d'échapper à l'un, passer à l'autre, etc. Oui. Et dans une société, on a besoin, pour que l'autorité ne soit pas unique ni unilatérale, qu'il y ait une pluralité d'autorités. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le livre, il insiste largement sur l'autorité du père de famille, et les familles étant diverses par nature, l'autorité est par nature plurielle. Et si cette autorité-là manque, une idée qu'on retrouve dans le livre, c'est que si on encourage un enfant à défier l'autorité de son papa, comment est-ce qu'on pourra apprendre à ce même enfant à respecter l'autorité du policier? Voilà. C'est-à-dire, ce qu'on détruit dans la famille, on le détruit dans la société. Si l'enfant défie l'autorité de son père ou de sa mère à la maison, on aura du mal à lui faire respecter l'autorité du juge ou je sais pas, l'autorité du policier plus tard. Donc tout ça est lié, même si c'est une pluralité d'autorités, tout ça est lié, peut-être sur une notion sur laquelle on reviendra tout à l'heure, c'est celle du bien commun. Le bien commun, exactement. Le bien commun. Peut-on dire que ce livre-là analyse des faits politiques dans notre société? Oui, et au sens fort et au sens noble. Parce que dans l'opinion, quand on prononce le nom de politique, nous brassons les projecteurs sur certains qui détiennent l'autorité politique, ce qui est peut-être normal aussi. Mais ça, c'est moi qui le dis. Hein, et c'est avec cet œil-là que j'ai lu et reçu ce manuscrit. Et nous sommes tous des politiciens. Le mot politicien, c'est le même mot que le mot citoyen. Le mot citoyen vient du latin et le mot politicien vient du grec. Mais les deux veulent dire exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui appartient, le citoyen c'est quelqu'un qui appartient à une cité, le politicien c'est quelqu'un qui appartient à une police. Et police c'est le mot grec pour dire le mot cité. Donc en ce sens-là, au sens très noble, oui, nous sommes tous des politiciens et oui, ce livre parle de cette politique-là au sens noble, c'est-à-dire de cette capacité à prendre conscience ensemble de la société dans laquelle nous vivons et de la façon dont nous voulons la construire et l'habiter. D'accord. Oui. Quelque part dans le livre, Monseigneur Nicodème Bariga a abordé le thème, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le bien commun qui est en perdition aujourd'hui dans notre société. Comment ce thème est traité dans ce livre? C'est pensé comme le ciment de la société ou de n'importe quelle société. Le bien commun peut se penser aussi au niveau de la famille. Le bien commun peut se penser au niveau d'une entreprise. Le bien commun peut se penser au niveau d'un État. Le bien commun peut se penser au niveau de l'Église. Mais c'est parce que l'autorité, pour revenir encore à ça, est en charge du bien commun et que les autres qui sont soumis à l'autorité sont convaincus du bien fondé du bien commun, qu'ils suivent celui qui détient l'autorité. C'est-à-dire que à la fin, ce n'est même plus par respect, par obéissance ou bien par révérence aux détenteurs de l'autorité qu'on fait ce qu'on a à faire. C'est parce qu'on est convaincu qu'en faisant ça, en faisant ce qu'il a indiqué, il a indiqué le bien commun et en le faisant, on participe au bien-être de toute la société. Et c'est ça qui permet de rendre l'autorité naturelle et de rendre comment dire ça, et de faire en sorte que l'obéissance ne soit plus un poids pour celui qui obéit. Parce qu'il sait qu'il n'obéit pas seulement à celui qui a donné les ordres, il obéit à ce qui va faire le bien de tout le monde. C'est aussi pourquoi, dans les sociétés où le bien commun s'effrite, la question de l'autorité devient compliquée. Parce que quand on a l'impression que celui qui détient l'autorité n'est plus au service du bien commun, on se demande mais pourquoi je vais lui obéir? Voilà, c'est à partir de là que la question se pose. Donc, dans ce livre, le bien commun est vraiment une notion centrale. C'est ça qui permet de penser que on est tous d'accord à peu près sur où on veut aller. Et on a l'impression que celui qui est devant nous, c'est cette direction-là qui nous indique. Donc, joyeusement, on se met à sa suite et puis on va aller faire ce qu'il demande. Mais quand cet objectif commun se perd, quand chacun commence à chercher son intérêt, non seulement le bien commun est perdu, mais l'autorité, il n'existe plus. Ou bien alors, on dit oui devant l'autorité,
Et puis, comme on sait que de toutes les façons, on va faire ce qu'on veut, de toutes les façons, on va faire ce qu'on veut, on commence à rentrer dans des logiques qui sont, on peut dire le mot, destructeurs pour nos sociétés. Mais, bon, je sais que Monseigneur a effleuré, l'auteur a effleuré ça dans le livre. Je voudrais quand même poser la question, est-ce que peut-on retrouver ce bien commun aujourd'hui dans l'Église, au sein de l'Église? Dans l'Église, disons que, à mon avis, c'est plus facile que dans nos sociétés. Certes, la crise attaque aussi l'Église. On a parlé du cléricalisme tout à l'heure. Je n'ai pas évoqué à l'occasion les abus sur mineurs qui sont devenus un thème très central et très critique dans l'Église aujourd'hui. Et pour reprendre ce thème, par exemple, la plupart du temps, on s'attache au caractère sexuel de la chose. Parce qu'on se fait beaucoup d'idées sur la vie sexuelle des prêtres, on fantasme beaucoup sur la vie sexuelle des prêtres. On se fait des idées sur ça, et dans cette question douloureuse des abus sur mineurs, on focalise sur la question sexuelle. Mais le plus important dedans, ce n'est peut-être pas la question sexuelle, c'est l'abus d'autorité qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est des enfants ou des jeunes qui sont confiés à un pasteur qui détient vis-à-vis de une autorité, et il abuse, en abusant sexuellement, il abuse aussi de cette autorité qui devait faire grandir ces enfants-là, et elle est presque renversée en son contraire quand cette autorité ne fait plus grandir, mais devient une destruction presque pour le mineur concerné. Donc, la question de ces abus d'autorité ou de crise d'autorité n'épargne pas l'Église non plus. Mais la chance qu'on a dans l'Église, c'est qu'on n'a pas à discuter du bien commun. C'est un bien commun qui nous précède, qui nous est donné. Les chrétiens, sauf cas exceptionnel, ils ne vont pas s'asseoir demain pour demander si Jésus-Christ est leur Seigneur. Voilà. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont déjà naturelles. Ils vont pas se battre ou bien faire une assemblée pour savoir s'il faut travailler pour le salut des hommes. Donc, c'est pour ça que je dis que pour l'Église, c'est presque plus simple. Parce qu'il y a déjà un socle de bien commun sur lequel on est d'accord. Parfois, pour appliquer ça, on se bat, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, est-ce qu'on peut retrouver ce sens de l'autorité? Oui, et c'est nécessaire, et on ne peut même pas faire autrement. On est obligé presque de le retrouver. Et pour y arriver, il suffirait de retrouver ces choses que nous avons en commun et de repartir de ces choses-là. Une des grandes... dans la théologie du XXe siècle, une des grandes avancées de la théologie du XXe siècle, ça a été de relire ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire les penseurs des premiers siècles qui ont vécu les premiers développements du christianisme. Donc, et ça a donné un souffle nouveau au christianisme. Dans nos pays, on ne le voit pas beaucoup parce que nous avons hérité de ça directement. On n'a pas eu une histoire longue et pénible derrière. Voilà, ça a donné un souffle. Donc, dans l'Église, on a cette capacité-là de dire, nos pères ont dit ceci, 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 on est tous d'accord dessus, donc on peut partir de là. Ce qui n'est pas le cas pour nos sociétés. Parce que dans les sociétés démocratiques, nous devons négocier tout. Nous devons négocier notre constitution. Nous devons, et nous les modifions souvent. Ça veut dire qu'entre-temps, nous changeons d'avis et que voilà. Donc, c'est plus compliqué parce que le socle du bien commun change et qu'il faut se réadapter continuellement. Et c'est ça la grosse difficulté de nos sociétés démocratiques. Mais ce n'est pas impossible de dire là aussi qu'on peut s'entendre sur un certain nombre de choses et que quand un certain nombre de choses est fait,
il faut l'accepter comme fait et partir de là pour construire la nation. Je pense que si c'était désespéré, Monseigneur Nicodème n'aurait pas écrit le livre. Exactement. Ce livre, La crise d'autorité, abus de pouvoir, on a l'impression que l'ouvrage s'adresse plus à nos dirigeants aujourd'hui, dirigeants, je ne vais pas dire dirigeants africains, surtout ceux qui prennent nos pays comme un bien personnel, ils ne veulent plus s'en séparer. Crise d'autorité, abus de pouvoir, on dirait un remède pour la situation sociopolitique en Afrique aujourd'hui. Alors, c'est ce que je disais au départ, c'est que le titre peut induire à cette lecture focalisée sur cette situation-là. Et le cardinal Zapalainga, dans la fin de sa préface, évoque ça aussi en rapport avec la situation de nos sociétés. Mais il ne faut pas oublier toute la grande place qu'occupe l'Église dans ce livre. On sent le souci du pasteur de commencer à balayer sa maison, pour ainsi dire, avant de s'autoriser à parler aux autres. Voilà. Et c'est pour ça que je soulignais aussi tout à l'heure que lui-même, il ne s'épargne pas. Et quand il parle de l'autorité de l'évêque, on peut lui sortir ça un jour et lui lire ça. Donc, il essaye de balayer devant sa maison pour que ce qu'il va dire aux voisins puisse aussi, s'il finit de balayer chez lui et que la case du voisin est sale, il peut lui dire 2 mots. Qui fait que son autorité n'est pas un abus. Alors là, le message peut passer. Plus facilement. Voilà. Quand on parcourt le livre, Crise d'autorité, abus de pouvoir, on se rend compte que cet ouvrage-là véhicule des valeurs. Et moi, j'ai noté particulièrement l'humilité. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes de ces valeurs que ce livre contient? Alors, dans ce qui nous a, il faut d'abord souligner aussi que ce qui nous a intéressé le plus aux éditions Le Masque Noir, en acceptant ce manuscrit, c'est d'abord la plume de l'auteur. Je disais la dernière fois à quelqu'un, quand on a un auteur comme ça, les éditeurs se l'arrachent, et donc on aurait quand même été impardonnable de ne pas sauter sur l'occasion. Oui. Mais ce qui est au-delà de cet aspect-là, c'est que ce livre, il est polyphonique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le genre, il est inclassable en tant que genre. Il parle à tout le monde et on s'est dit, ça peut intéresser beaucoup de public. Ça, c'est un livre de société, c'est un livre qui... et en tant que prêtre moi-même, je me suis réjoui de dire, voilà, un livre qui ne va pas rester dans le giron ecclésiastique de l'église, juste entre nous, mais qui peut sortir aussi et parler aux autres. Et donc, quand Monseigneur, dans le livre, parle de la vertu d'humilité, ce n'est pas seulement pour parler aux prêtres religieux qu'on éduque, qu'on rééduque, à qui on rappelle beaucoup de choses, souvent sur cette vertu de l'humilité. C'est, au fond, je pense que la fête de l'Ascension que les catholiques célèbrent aujourd'hui est une bonne occasion de parler de ça. J'en parlais à la messe, c'est pour ça que je l'évoque. À l'Ascension, on veut dire que Jésus est monté au plus haut du plus haut. Et que ça veut dire, tout simplement, que aussi haut qu'un homme puisse monter, il y a quelqu'un au-dessus de lui. Ah oui. Voilà. Et c'est le plus grand qu'une autorité puisse avoir, le plus haut placé qu'une autorité puisse être, il est appelé à s'incliner lui-même devant l'autorité du Christ, devant la souveraineté du Christ. Et c'est ça, fondamentalement, la question de l'humilité dans ce livre. Mais ça, c'est quand on entend de façon théologique. Mais dans ce livre, c'est aussi décliné sous un deuxième aspect, c'est que l'humilité signifie que celui qui détient l'autorité lui-même est soumis au bien commun. Il n'est pas au-dessus du bien commun, puisque c'est le bien commun qui fait le ciment. Il est lui-même aussi soumis au bien commun que ses subordonnés sont soumis au bien commun. Et c'est cette humilité-là qu'il doit apprendre.
C'est au moment où il s'avise qu'il est au-dessus du bien commun, on est déjà dans la crise et on tombe possiblement dans la vie. Voilà. Mais il n'y a pas que cette vertu qui est rappelée. Il y a une place très importante qui est faite aussi à la vertu de l'exemplarité. Et qui est liée aussi à cette humilité. C'est que celui qui est devant, il doit donner l'exemple. Et s'il ne veut pas recourir au bâton, s'il ne veut pas dire cette formule, faites comme je dis, mais ne faites pas comme je fais. La formule s'élève. Voilà. Il doit avoir lui-même un peu d'exemplarité. Il y a une vertu que Monseigneur rappelle des humanités latines, c'est la notion de piété, qui ne veut pas dire quelqu'un qui est pieux, mais qui veut dire la piété, c'est le sens du devoir. C'est le sens de son devoir envers les dieux, le sens du devoir envers les parents, le sens du devoir envers la patrie. Et c'est ce sens du devoir-là qui permet à celui qui est subordonné de pouvoir suivre, de pouvoir accepter aussi, parce que l'autorité c'est aussi une question d'ordre, c'est de pouvoir accepter aussi les ordres qui viennent de l'autorité, et d'accepter d'accomplir son devoir par piété jusqu'au bout. Je ne sais plus, il y a aussi très important la question de la vigilance réciproque. Monseigneur insiste sur le fait que la vigilance doit être réciproque, c'est-à-dire que celui qui est en autorité doit surveiller pour voir si c'est... Je prends encore l'exemple de la famille. On demande à l'enfant, tu as fait tes devoirs? Il dit oui. Et alors qu'il n'a pas fait. Il faut vérifier. Donc il faut être vigilant sur ça. Mais il y a une vigilance réciproque. C'est que quand celui qui est en autorité abuse, il faut que le subordonné puisse avoir aussi cette vigilance-là vis-à-vis de comment l'autorité est exercée et pouvoir faire de la correction fraternelle s'il le faut. Parce qu'il n'est pas dit que c'est des 5 ans qui détiennent l'autorité, donc on est tous faillibles et donc ça a besoin de cette vigilance réciproque. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Mesdames, Messieurs, fidèles amis de l'autre journal, nous sommes presque à la fin de cet entretien avec le père Léonard Katchepé. Nous sommes en train de décortiquer ce livre, Crise d'autorité, abus de pouvoir, un livre écrit par Monseigneur Nicodème Bariga, évêque de Lomé. Voilà, mon père, que retenir de cet ouvrage-là, en résumé? En résumé, il faut retenir, à mon avis, le cœur de ce qui est en jeu. C'est-à-dire que, quel que soit le niveau d'autorité que quelqu'un détient, la question n'est pas est-ce qu'on est une autorité haute ou est-ce qu'on est une autorité moyenne ou bien est-ce qu'on est une autorité petite ou je ne sais pas comment. Quel que soit le niveau de l'autorité, il faut veiller aux limites au-delà desquelles on tombe, non pas seulement dans une crise, mais dans un possible abus de pouvoir. Parce que c'est très facile. Les modernes disaient, on a parlé des modernes en commençant, les modernes, Montesquieu disait que le pouvoir absolu corrompt absolument. Voilà. Il y a une sorte de jouissance dans l'autorité, une sorte de jouissance dans le pouvoir qui peut très rapidement basculer. Et c'est à cette vigilance-là que le livre invite. Celui qui détient l'autorité doit être vigilant sur ce point-là. Merci beaucoup, mon père, Père Léonard Katchepé, qui nous a tenu compagnie au cours de cette émission, qui nous a aidé à comprendre, à bien comprendre ce livre. C'est un livre très intéressant à lire à tout prix. J'invite nos fidèles de l'émission L'autre journal à se procurer cet ouvrage. Ça se trouve à la librairie Bon Pasteur au prix de 5 000 francs, je crois. Au prix de 5 000 francs. Crise d'autorité, abus de pouvoir. Je m'en vais lire une petite citation de Monseigneur Bariga dans cet ouvrage-là. Oui, je l'ai tiré de cet ouvrage. Celui qui détient l'autorité en politique afin de faire respecter les lois qu'il édite ou concourt à éditer doit d'abord les respecter lui-même, c'est-à-dire leur obéir, à commencer par la loi suprême qu'est la Constitution. Voilà. À bon attendeur, salut. Merci mon père, Père Léonard Katchepé. Je rappelle qu'il est le directeur éditorial de la maison d'édition, à la maison d'édition Le Masque Noir. Il est écrivain aussi. J'ai cité tout à l'heure ses œuvres mosaïques, un recueil
Dieu est assez grand pour se défendre tout seul, c'est un essai. Et puis sa thèse qu'il a soutenue, les enjeux politiques de l'Église en Afrique. Voilà, c'est vraiment un monument que nous avons reçu cet après-midi pour vous dans cette émission L'autre journal. Merci mon père d'avoir accepté notre invitation. Merci et puis j'espère revenir à l'occasion. Exactement. J'ai pris goût à la chose. N'est-ce pas? J'espère revenir pour une prochaine publication des Masques Noirs, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, dès que cette publication-là sort, alors faites-nous signe et puis vous serez là. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup aux techniciens, au chef technicien Meka Zangban. À nos stagiaires, ils sont 3 aujourd'hui, Martine Adodo, Félicité Dogbe, Jean-Claude Laté, Lesson Body. Merci. Et Jeff Aboflan, voilà. Merci à vous qui nous avez aidé à réaliser cette émission. Merci aussi également à vous qui nous avez suivis, fidèles de cette émission. À la prochaine.